530 millions de tours. C'est ce qu'ont accumulé en un siècle les aiguilles de l'horloge de la gare de Lyon, pour rythmer la vie des hommes du boulevard Diderot jusqu'à la promenade des Anglais. Et la Verrière a abrité toute l'histoire de la performance ferroviaire, de la Crampton au TGV. Car ici, la légende domine encore la quotidienneté. Irrésistiblement, l'endroit évoque les grands départs, dans le luxe des rames bleu nuit ou dans l'euphorie des premiers congés payés. Même si la réalité contemporaine compte presque autant de routards que d'attachés case, et beaucoup plus de banlieusards que de monarques, les fresques de la grande salle continuent imperturbablement d'afficher la noblesse des terres sur lesquelles ouvre cette gare. Mais il existe une autre tour de l'horloge, celle qui règne sur le dépôt de la rue du Charolais. Sur les voies en étoile, les stars de la traction électrique côtoient les seconds rôles, voués sur leurs vieux jours aux manœuvres ou aux remontes. Prologue dans les coulisses. Ce n'est plus une jeune première, mais c'est toujours une grande dame. Au terme d'une longue nuit de route en tête du Palatino Rome-Paris, la 6530 va s'offrir un instant de repos dans sa loge. La 22223, elle, s'apprête à entrer en scène pour jouer devant le public du Bourbonnais. Dans la distribution du jour, c'est le Thermal Express Paris-Clermont-Ferrand qui lui a été attribué. Au même moment, Jean-Pierre Berger s'avance vers une BB 7200. Au programme, un grand classique du répertoire, créé voici plus d'un demi-siècle, l'Express 5053. C'est à 11h51 précise que débute vraiment le duo formé par l'homme et la machine, avec la lente évolution vers la sortie du dépôt. Garée ce matin dans l'axe de la voie de sortie, la loque franchit le pont tournant sans arrêt ni manœuvre et traverse prudemment l'établissement dans toute sa longueur jusqu'à plonger entre deux murs dans le tiroir du boulevard de Bercy. Rebroussement. Après avoir changé de cabine, Jean-Pierre va repartir plein nord. Il rejoint maintenant la gare, après être passé sous le faisceau du centre de tri postal et du plateau presque excentré des voies chiffres, plus précisément 5 à 21, par opposition aux voies lettres A à N, établies depuis l'origine sous les grandes verrières. Voie 11, 12h34. C'est là que va réellement débuter le voyage.
même si l'on pourrait être tenté de parler de promenade avec 6000 chevaux et 20 ans de métier pour une rame d'à peine 400 tonnes. Mais nous le verrons bientôt, rien n'est jamais tout à fait simple, ni désespérément routinier. À l'heure dite, le chef de sécurité donne le départ et le mécanicien répond par le passage des premiers crans du manipulateur de traction. Et le 5053 démarre lentement, dans les traces de ses prédécesseurs aux noms auréolés de prestige. Côte d'Azur Pullman Express, Aquilon, Mistral. Aujourd'hui, on le sait, les chiffres règnent sans partage, dans la dénomination des trains comme dans les préoccupations des économistes. Et pour précipiter tous ces grands noms dans l'oubli, il a suffi d'un simple sigle, TGV. Sur le parcours qui débute, le grand vainqueur ne se montrera guère que sur ses voies de remisage. Et, paradoxe beaucoup plus classique, c'est dans la grisaille que nous laisserons la ville lumière. Quai des Brumes. Au kilomètre 14, l'express roule déjà à 140 lorsqu'il traverse la gare de Villeneuve-Saint-Georges. Un haut lieu ferroviaire avec son gigantesque triage à l'intersection de la Grande Ceinture et, plus au sud, une bifurcation majeure. Sur notre droite, les voies conduisent vers Juvisy et le sud-ouest, tandis que notre voie 1, isolée pour un instant, oblique vers la gauche, presque plein est. Les trois autres voies sont établies en remblai sur la fameuse faucille de Montgeron. Sur voie 1 bis, la CC 7122 termine lentement sa carrière avec un obscur convoi de trémies. Sur voie 2 rapide, se présente une rame dite de la Grande Couronne, en provenance de La Roche. Et sur voie 2 bis, les banlieusards vont au bureau. Banlieue grise, même lorsque la verdure commence à gagner sur le bâti. Aux abords de Brunoy, dépassement sous le Crachin. Et quelques kilomètres plus loin, croisement dans le coton. Mais au propre comme au figuré, l'artère impériale a encore de beaux jours devant elle. Premier rayon de soleil au franchissement du pont du Mai.
Et l'astre vers lequel conduit cette ligne n'attendra pas que le rail approche de la Grande Bleue pour s'imposer franchement. Peu après Montereau, les sauts de mouton de Villeneuve-la-Guyard marquent la fin de la banlieue. C'est ici que s'établit l'ordre provincial des choses, avec les deux voies rapides extérieures encadrant les deux voies lentes centrales. Et même si les vitesses autorisées sont le plus souvent identiques sur les 4 voies, même si la plupart des trains de fret contemporains roulent vite, la tradition subsiste. Tout à gauche de la plateforme, c'est sur la voie des Seigneurs que s'élance notre express. Cette voie 1, qu'il avait pour mission d'ouvrir voici 25 ans devant 2 Trans-Europe Express, le Cisalpin pour Milan et le Mistral pour Nice. Car à cette époque, notre 5053 n'était autre que le Mistral du pauvre. D'un côté, CC 6500, voitures inox, première classe et supplément. De l'autre, 2D2, rame hétéroclite et banquette grise. Pour les uns, Paris-Dijon en 2h20. Pour les autres, 2h56. Désormais, notre express circule en solitaire, mais il a gagné en confort et en vitesse, passant des Ossem au Corail et de 140 à 160. Peu après le 100e kilomètre, l'eau croise le fer sur l'aqueduc de la Vanne. Puis les deux éléments se côtoient lorsque le rail s'approche des berges de Lyon. Il n'y a pas si longtemps, la rivière était très active lorsque Paris se chauffait avec les bois du Morvan qui descendaient de Clamecy par flottage. Bon an mal an, la capitale recevait ainsi 1 million de stères de hêtres et de chênes. Un chiffre qui nous rappelle que, contrairement aux idées reçues, le chemin de fer ne fut pas le premier transporteur de masse. Et le rail n'a pas eu facilement raison de ce mode archaïque mais économique, puisque le flottage n'a cessé qu'en 1923. « 13h28. Voici Sens, la première ville bourguignonne du parcours. Mais l'étape sera brève et l'express ne tardera pas à reprendre sa route.
Au kilomètre 154, le grand pont sur l'Yonne annonce l'arrivée en gare de La Roche-Migène. Ce sera le deuxième arrêt du 5053. En calquant leur tracé sur l'hydrographie, les projeteurs du Paris-Lyon ont spontanément juxtaposé un nœud ferroviaire au centre fluvial. C'est ici que le canal de Bourgogne conflue avec l'Yonne. C'est ici que la ligne d'Auxerre et ses ramifications Morvandel se détachent de l'artère impériale. Une situation privilégiée et une activité qui n'a pas fléchi. Au dépôt, on forme de jeunes cheminots. Retournement à la manivelle et CC 7100. À l'image des vaisseaux écoles de la marine, les cheminots moussaillons s'imprègnent des conditions d'hier avant de se frotter au tout électronique. Dans quelques minutes, la CC et ses aspirants mécanos feront tout de même un vrai train. En réalité, une humble desserte fret limitée à Sens. Pour les 7100, les grandes heures des Paris-Rome sont déjà bien lointaines. Autre vétéran, la BB 8197 est contemporaine de l'électrification Paris-Dijon. Fidèle au fret depuis près d'un demi-siècle, nous la retrouverons plus loin, du côté de Verret, en tête d'un train complet de trémies à céréales. Jeunes agents, vieilles locaux, mais aussi machines modernes et trafic traditionnel. Héritière des flotteurs de Clamecy, la BB 7324 arrache aisément un train de bois descendu du Morvan derrière un couplage de 66 000. Bien sûr, ces rondins ne serviront pas à alimenter le chauffage central des Parisiens, mais à fabriquer la pâte à papier de la chapelle d'Arblay. Un autre échange s'annonce, parfaitement étranger à l'économie locale, celui-ci. Au pied du poste 2, se présente un convoi formé la veille sur les rives de la Méditerranée et comprenant des éléments pour la région lilloise et l'Angleterre. Il va falloir couper la BB 7300 et la remplacer par une machine bicourant, seule apte à conduire cette rame sous la caténaire monophasée du Nord. Trois manœuvres d'aiguille hors voie principale pour autoriser la sortie de la relève qui attendait son heure sur les voies du dépôt. Création de l'itinéraire qui va mener le train sur la voie 2
Et c'est une image symbole de l'universalité des moyens qui va nous apparaître, avec la 25 228 du dépôt de Rennes. Qui aurait osé prédire, voici seulement 15 ans, qu'une locomotive bretonne couvrirait régulièrement des étapes Bourgogne-Pas-de-Calais? Tout comme les machines s'échangent, les hommes se relaient. Pour ce train de sens impair, la relève s'est effectuée en quelques instants, en bout de quai comme en service voyageur. En revanche, lorsque la durée de l'arrêt l'exige, les aiguilleurs dirigent les trains sur les faisceaux pour libérer les voies principales. Cas de cet intermodal qui reprend sa route en se contorsionnant sur les aiguilles de sortie côté Paris. À l'est des installations, côté Dijon, c'est le poste 3 qui intervient. Ici, c'est une 6500 qui vient de remplacer une 26000 en tête d'un train d'auto pour le sud. Décidément, pour les 160 agents de conduite du cru, le travail ne manque pas. Cette fonction de gare-relais, instituée ici dès les origines, a bien failli disparaître avec les locomotives à vapeur. Parties de Paris ou de Dijon, c'est à La Roche qu'elles arrivaient aux limites de leur rayon d'action. Aujourd'hui, c'est grâce à la montée des flux inter-réseaux que la tradition s'est perpétuée, presque fortuitement, et pour le seul trafic fret. Il fallait absolument soulager les établissements jalonnant la grande ceinture. Car depuis le premier jour de traction électrique sur l'ensemble du parcours Paris-Dijon, les express se contentent de marquer un bref arrêt et de repartir. Témoin, notre 5053 à 13h54 précise. La Roche n'est donc plus une césure pour les voyageurs, sauf peut-être pour quelques habitués. En quittant Lyon canalisé et domestiqué, pour le modeste et tortueux Armançon, nous laissons derrière nous le bassin parisien et commençons à pénétrer le cœur de la Bourgogne.
Après avoir longuement laissé son train rouler sur l'air, Jean-Pierre actionne le levier de frein. Voici Tonnerre, avec sa mosaïque de toit à forte pente, dominée par ses deux églises. Un chef-lieu de canton aux destinées ferroviaires changeantes. Terminus provisoire en 1849, oublié des grands trains pendant 130 ans, il est à nouveau desservi depuis peu par un express Paris-Marseille, le 5053. Depuis Saint-Florentin, les 4 voies se sont réduites à 2. Ce n'est plus un vrai problème, bien sûr, depuis que l'essentiel du trafic voyageur emprunte la ligne à grande vitesse. Mais avant le triomphe du TGV, c'était le casse-tête des régulateurs. Lorsqu'approchaient les batteries des grands trains de soirée, et surtout de nuit, il fallait garer les marchandises, parfois pour plusieurs heures. Et malgré tout, la circulation des rapides s'effectuait parfois en accordéon. Pour éviter cela, on ne connaissait qu'une seule recette, le sans faute de la part de tous. Difficile de ne pas évoquer à ce propos cet accompagnement mémorable d'un 5603 Paris-Chambéry des années 70. Devant nous, à 3 minutes, fonçait le Palatino. L'un et l'autre, catégorie 150 et sans arrêt de Paris à Dijon, les 2 rapides devaient suivre 2 marches rigoureusement parallèles et, ce soir-là, la pratique fut parfaitement conforme à la théorie. Pendant tout le voyage, le 5603 a roulé au bloc. À maintes reprises, nous avons vu devant nous les signaux passer du jaune au vert, mais il n'y a pas eu le moindre ralentissement. Ainsi, pendant plus de 300 km, l'intervalle a été tenu avec des variations n'excédant jamais une poignée de secondes. Aujourd'hui, on l'a compris, les occasions de travailler aux limites du débit de la ligne se font rares, tout au moins de jour. Devant le 5053, l'espace. Mais pour Jean-Pierre, les contraintes apparues avec le KVB, et aussi avec des marches très détendues par rapport aux ressources du matériel moderne, donnent d'autres occasions de travailler en finesse, avec un souci permanent d'anticipation. Kilomètre 210. La petite gare de Lésine somnole dans sa vallée, baignée de soleil. Le canal suit fidèlement les méandres de l'Armançon, alors que le train file tout droit grâce aux 2 tunnels qui encadrent le site. À la sortie du 2e ouvrage, on découvre les gigantesques silos de Port-Sec. Une véritable usine bâtie entre le rail et l'eau, qui se sont longtemps partagé les expéditions de céréales. Depuis plusieurs années, le train entier l'a emporté. Et la voie d'eau ne livre plus guère passage qu'aux pénichettes des touristes à la belle saison. Mais le voisinage de ces 2 grandes réalisations que sont le canal et la voie ferrée suscite réflexion, surtout dans cette contrée qui paraît éloignée de tout. Le canal. On en rêvait depuis le XVIe siècle, mais les travaux n'ont débuté qu'en 1775 pour s'achever en 1837. À cette date, la bataille des tracés du chemin de fer Paris-Lyon opposait déjà de multiples candidats à la concession. Et en 1851, les premiers trains commencèrent à ébranler l'éphémère suprématie du bateau.
Mais le bouleversement transparaissait également à travers les itinéraires. À leurs extrémités, les deux voies ont bien emprunté les mêmes vallées, mais aux abords de la ligne de partage des eaux, les tracés devaient diverger. Le rail a choisi la voie la plus directe, au prix d'un point culminant plus élevé et d'un tunnel de fait plus long. En son temps, le canal a choisi d'effectuer un large détour vers le sud jusqu'à Pouilly-en-Ossois. Là, c'est par un tunnel de 3500 mètres seulement, si l'on peut dire, que les bateaux rejoignent le versant méditerranéen. Face à une impressionnante cascade d'écluses, les déclivités du tracé ferroviaire n'excéderont 5 pour 1000 qu'aux abords immédiats du point culminant. Dès le début, l'ascension a toujours été facile. Avec l'électricité, elle est devenue presque imperceptible. Au kilomètre 225, une saignée profonde ouvre sur la gare de Nuit-sous-Ravière. Sur la gauche, l'embranchement de Châtillon-sur-Seine vient se greffer sur nos rails. Cette ligne, exploitée par les CFTA, a perdu son activité voyageur depuis des lustres, mais elle conserve un trafic marchandises assez consistant, reposant en bonne partie sur les céréales. Dans cette région dépeuplée, le rail ne peut guère compter sur la desserte locale. De La Roche à Dijon, nous ne rencontrerons aucun embranchement ouvert au service des voyageurs. Depuis toujours, pour l'écrasante majorité de trains à long parcours, c'est la traversée du désert. Nul besoin d'arpenter les grands causses ou la montagne limousine pour s'imprégner de ce que les distingués aménageurs appellent le désert français. Nous voici, dans ces étendues d'une Bourgogne encore inconnue des amateurs de grands crus. Le paradoxe est troublant. Sur l'eau puis sur le rail, voici plus d'un siècle et demi que l'Europe entière ne cesse de défiler ici, sans perturber le moins du monde l'existence paisible de ces villages, où nul ne semble s'être jamais soucié de ce que tous ces voyageurs pouvaient bien aller faire à Marseille, Berne ou Milan. Aisy, kilomètre 234. Comme tant d'autres, la gare moribonde est traversée en vitesse et la voie centrale du garage actif est inoccupée. En fait, le centre de l'activité ferroviaire s'est déplacé à l'est du village, voici déjà 20 ans. Et aujourd'hui, le nom d'Aisy est moins connu pour sa gare que pour le raccordement de la ligne à grande vitesse. C'est ici que les TGV pour Dijon, Besançon, Lausanne et Zurich retrouvent la ligne classique. Petite illustration d'une lutte inégale. Le TGV 23 Paris-Lausanne, parti de Paris 7 minutes après notre 5053, nous devance maintenant de près d'1 heure. Quatrième et avant-dernière décélération. Nous approchons de Montbard, sous-préfecture de la Côte d'Or.
Ce pourrait être, comme Tonnerre, une petite ville tranquille, solidement enracinée dans son terroir et ses traditions. Mais ici, une usine métallurgique a longtemps suffi à écarter le spectre de l'apathie démographique. Et, comme par un fait exprès, le croisement du TGV 766 Besançon-Paris semble chercher à nous ramener dans le monde moderne. Mais l'usine n'est qu'une enclave dans une contrée chargée d'histoire, tout comme le TGV n'a été qu'un courant d'air. Et la très classique 7200 reprend sa route dans un cadre naturel où des considérations de techniciens ou d'économistes pourraient paraître incongrues face à quelques phrases décisives d'Henri Vincenot. L'avertissement est solennel. La grand-mère Bourgogne vous prend là dans ses bras et vous respirez de plus en plus, à chaque tournant, son parfum maternel. Évoquant indistinctement le canal et la voie ferrée, l'écrivain cheminot renchérit. Val encore plus étroit, profil encore plus rude. Voici que l'on remonte la vallée de la Brenne au nom bien gaulois. Inattendue cette interpellation de l'Antiquité sur un bel alignement de rails luisants. Mais comment ne pas rejoindre Vincenot lorsque l'on voit s'élever ces collines, les côtes, ourlées de forêts? Comment ne pas deviner que nous approchons de ce fait sacré de la Gaule chevelue? L'altitude au niveau du rail ne dépasse pas les 230 mètres. Les crêtes frisent à peine les 350. Mais, comme les gens d'ici, on ne peut se retenir d'évoquer la montagne bourguignonne. Excessif? Peut-être. Mais seulement pour qui n'a jamais connu la rudesse de l'hiver dans ce pays battu par les vents. Brève rencontre avec une CC 6500 et son chapelet de conteneurs, avant qu'un éventail de voies ouvre sur la gare des Laubes. Un établissement gigantesque pour ce qui semble être un village. Mais il s'agit en fait d'une véritable petite ville construite de toutes pièces par le PLM pour le service de son artère maîtresse. C'est ici, en effet, qu'intervenaient les locomotives de renfort au temps de la vapeur. Et pour elles, la compagnie a ouvert un vaste dépôt en 1919. Car la déclivité, qui n'avait pas encore dépassé 5 pour 1000, va bientôt s'accentuer à 8 pour 1000. Et c'est ici aussi que nous retrouvons la quadruple voie, qui fut bien utile au temps où les grands rapides et leurs mountains dépassaient à 100 km/h des trains de marchandises chargés au taf, qui grimpaient péniblement à 35 ou 40. De nos jours, tout cela paraît bien lointain. Les petits-fils des vaporistes habitués à charger le foyer sans discontinuer effectuent maintenant l'ascension à 160 du bout des doigts. Mais tout le mérite n'en revient pas à la fée électricité, et les vitesses ont progressé par paliers. 135 lors de la mise sous tension, 150 7 ans plus tard, 155 en 1967.
Entre Montbard et Blaisy, c'est au TGV que l'on doit les 5 ultimes km/h qui nous ont amenés à ce 160 qui semble bien devoir constituer une limite infranchissable pour de longues années. Dans cette montée des vitesses, la voie a également joué son rôle. Ainsi, le quadruplement, réalisé dans les années 30, s'est accompagné de plusieurs rectifications de courbes. Autant dire que l'ampleur des chantiers est restée gravée dans les mémoires et que tout cela n'a pas été sans traumatisme. Parmi les riverains, les plus touchés ont été des cheminots. Pour élargir la plateforme, il a bien fallu abattre des maisons de garde, dont la plupart allaient d'ailleurs perdre leur raison d'être avec la suppression des passages à niveau. Désormais, les sommets qui bordent la voie dépassent les 500 mètres. Ils sont là, dressés avec des profils de hures de sangliers, hirsutes et sauvages, menace Henri, comme pour donner toute son intensité dramatique au franchissement imminent de la ligne de fête. Le voilà, le toit du monde occidental. Face à nous, Blaisy-Bas, au cœur d'un massif qui envoie ses eaux vers la Seine, la Loire et le Rhône. De l'autre côté de la montagne, à la sortie du tunnel de 4100 mètres, ce sera presque la Méditerranée. Mais restons encore un peu dans cette vallée perdue, du côté de Verret, pour assister à un défilé sans doute unique en France.
Après avoir passé 2 petites minutes sous terre, le train débouche sur le versant méditerranéen, mais dans un vallon qui n'en reste pas moins jurassique. Dijon n'est plus qu'à 20 km. Pour éviter d'arriver en avance, Jean-Pierre a réduit sa vitesse, 110, 115, mais on ne s'en plaindra pas. Ce tronçon compte parmi ceux que l'on aime à déguster. La descente débute sur les 15 arches du viaduc de Malin, puis sous la voûte du souterrain du même nom. Un instant de répit sur le palier de la petite station, puis la descente reprend. 8 mm par mètre, difficilement perceptible à l'œil dans la traversée du plateau d'Ancey, mais bien réel lorsqu'il faut tenter de rattraper un retard. À la descente, on tient facilement la vitesse de ligne, 140 seulement du fait du tracé sinueux. À la montée, la rampe commence aux portes de Dijon, alors que le train démarre à peine. Comme il n'est pas rare d'accumuler rails gras, tonnage limite et tension en ligne chancelante, il faut du métier pour grignoter les kilomètres-heure un par un sans amorce de patinage. Lanthenay. Protégé des grands vents par le plateau, le village regarde résolument vers le sud, et le train va faire de même, en s'engageant dans une large courbe à droite qui va bientôt l'amener sur l'arête même de la falaise qui domine la vallée de l'Ouche. Et les viaducs vont s'enchaîner, plus nombreux ici que sur bien des lignes d'altitude. En ce milieu de 19e siècle, on n'a pas lésiné sur les ouvrages d'art. Croisement à 47 mètres du sol, sur le viaduc de Bouchard, le plus haut des 8 grands ouvrages du parcours. Et voici Velard et le viaduc de la Combe de Matois. Dijon n'est plus qu'à quelques kilomètres. Sur un tracé digne d'une artère de montagne, rien ne laissait soupçonner l'arrivée sur une grande ville, jusqu'au traditionnel coup d'œil sur le lac Kyr. Coup d'œil écourté toutefois par le dépassement d'un train de citerne circulant sur voie 2 banalisée. Très précisément à 15h19,
Et à 314 km et 208 mètres de Paris-Gare de Lyon, voici Dijonville. Face à la cathédrale Saint-Bénigne, l'Express 5053 vient lentement se ranger le long du deuxième quai. Dijon, capitale des ducs de Bourgogne et plaque tournante des noctambules. Tard dans la soirée, quelques phrases s'échangent au pied d'une 26 000. L'un vient d'arriver de Paris, l'autre prend le relais jusqu'à Valorbe. Et à 22h32, la voie libre s'affiche. Le Rialto, train 223 Paris-Venise, peut partir. Demain matin, ils prendront un expresso bien serré au bord du Grand Canal. Une heure plus tard, c'est le 477 qui se présente, dans le halo rougeâtre des projecteurs. À tout seigneur, tout honneur. C'est sur la première voie que Dijon accueille le Talgo pendulaire Paris-Barcelone. À 23h35, le Barcelona Talgo reprend sa route vers le Languedoc et la Catalogne. À bord, on a déjà adopté le rythme ibérique. À cette heure avancée, le bar ne manque pas d'animation. Mais le Barcelona Talgo aura le bon goût de ne pas arriver trop tôt. Rendez-vous à 9h sur les Ramblas. Les 12 coups de minuit ont sonné depuis 29 minutes lorsqu'arrive le train bleu Paris-Vintimille. S'il porte encore bien son nom, avec son bel ensemble de couchettes dernière génération, il ne prétend plus perpétuer la légende. Plus de voitures salon, ni de bar. Comme si la démocratisation du voyage ne pouvait se concevoir que dans l'austérité.
En queue tout de même, 2 voitures-lits s'offrent à ceux qui restent attachés au service attentionné du conducteur. À l'instant où arrive le 217 Paris-Milan, c'est le 6137 qui démarre, avec ses voitures de Cologne, Metz et Reims, qui viennent d'être réunies en une longue rame pour Nice. Et à partir de 3 heures du matin, le flux s'inversera, avec la rafale de grands express remontant vers le nord. Sur les rails de Bourgogne, depuis 150 ans, les nuits sont plus chaudes que les jours.